NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Togo, un pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa position officielle par rapport à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger était attendue, c'est désormais connu, désormais officiel. Alors, quel regard y porter et quelle analyse en faire? Trois Togolais avec moi pour en parler. Credo Adjé Tété, vous êtes journaliste, expert média. Un grand soutien êtes-vous du pouvoir togolais. Le discours de votre pays qui dit non à la guerre au Niger, vous le qualifiez d'historique et vous clamez même votre fierté d'être togolais. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci Richard de m'inviter sur ce plateau pour cet exercice intellectuel. Karl Gaba, bonjour. Infatigable opposant au pouvoir togolais, coordinateur général de Togo Debout, un mouvement de la société civile et togolaise. Et ce mouvement est également membre de l'association des organisations des sociétés civiles. Tournons la page, vous nous direz quelle page vous voulez tourner. Et le discours de votre pays, le Togo, qui dit non à la guerre au Niger et que votre compatriote qualifie d'historique, pour vous, c'est du pur enfumage. Et vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. David Asiba Johnson, vous êtes, professeur des universités. Du haut de votre âge et de vos expériences, vous qui avez vu en relief le continent africain ces 6 dernières décennies, avec vous, nous essaierons de comprendre les grandes mutations politiques qui ont cours en ce moment sur le continent. Merci, professeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Depuis l'avènement de la crise politique au Niger, le président togolais Faure Gnassingbé est resté muet. Aucune prise de parole publique. Alors, son pays, le Togo, participera-t-il à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger? La réponse, c'est non. Un non catégorique. Et c'est Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui l'a exprimé ce 21 septembre à la tribune des Nations Unies. Extrait. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Karl Gaba, oui. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelle que soit la raison. Foutaise. Pourquoi? Le Togo... Votre pays dit non à la guerre et vous n'êtes pas content. Le Togo de Faure Gnassingbé, un pays qu'il a hérité de son père, qui a assassiné le premier président démocratiquement élu qui est Sylvanus Olympio, est en guerre. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Est en guerre contre son propre peuple. Ah, le Togo est en guerre? Contre son propre peuple. D'accord. Et c'est ce que vous répondez à la position de votre pays? Faure Gnassingbé et le système RPT uni est en guerre depuis 60 ans contre son propre peuple. Vous avez qualifié Credo Adjé Tété, vous avez qualifié le discours de votre ministre des Affaires étrangères d'historique. Eh bien, votre compatriote vous répond que votre pays est plutôt en guerre. Non, mais je lui concède ça parce que je ne peux pas être dans son rôle. Mais je dis, c'est vraiment historique et c'est courageux que le Togo ait pu afficher sa position. Nous avons vu depuis le début de cette crise au Niger
disons, la promotion des voies de dialogue qui ont été faites, les discussions de couloir. Il nous en souvient que si la CEDEAO a eu, à un certain moment, à avoir accès aux militaires qui ont fait le putsch, c'est grâce à la médiation du chef de l'État. Le professeur Robert Doucet l'a si bien dit, le Togo n'est pas dans l'optique de déclarer la guerre à un pays de la CEDEAO. Le Togo ne fait pas la promotion de la guerre et je crois que ça, c'est une sortie vraiment courageuse et historique. Avant de donner la parole au professeur Charles Gaba, c'est très important que vous clarifiez et que vous auriez souhaité que le Togo soutienne une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Mais le Togo n'a fait que soutenir tous les coups d'État. Non, on ne parle pas du passé maintenant. Moi, mais le passé est important. Oui, absolument. Mais d'abord, vous répondez à la question. Pardon ? Qui parle ? D'accord. Hein? Faure Gnassingbé est au pouvoir. Il est illégitime. Il a fait un coup d'État constitutionnel, électoral, un coup d'État militaire. Il est totalement illégitime. Et depuis 15 ans qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il a pris la place de son père qui a duré à peu près 38 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est très intéressant. C'est un système qui perdure et qui s'appuie sur une armée dont la mission est totalement dédiée à réprimer le peuple, en gros, à contrôler le peuple, à faire la guerre à son peuple. En gros, ce n'est pas le message qui vous gêne, c'est le porteur du message. Mais oui, le porteur du message, il est important. Qui parle? C'est de la forfaiture, c'est du maquillage, c'est de la comédie, c'est de la récupération. C'est pour détourner les yeux du monde sur la réalité du Togo. La réalité du Togo est un peuple qui vit une dictature depuis plus de 60 ans. La réalité du peuple togolais, c'est un peuple qui a été appauvri. C'est un peuple qui est privé de tous les droits, les droits de manifester. L'émission porte plutôt sur la CEDEAO, la crise au Niger, mais pas sur le bilan. Mais oui, mais la CEDEAO est une organisation qui a cautionné toutes les forfaitures de la dictature. Mais votre message, votre discours doit être entendu. Nous sommes dans le cadre du pluralisme démocratique et de la liberté de parole. Mais il faut éclairer les Africains qui sont séduits par des paroles. Et moi, je veux vous parler des actes de ce régime. Il est important de situer la personne qui parle. C'est très important ce que vous dites. Ce n'est pas le message qui vous dérange. Vous voulez la paix, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas. Quel homme ne veut pas la paix? Que la CEDEAO intervienne militairement. Mais quel homme ne veut pas la paix? Mais quel homme ne veut pas la paix? Nous, on réclame la paix déjà pour notre peuple. On réclame la paix pour nos frères et sœurs. On réclame la paix pour notre pays. Ça fait 60 ans que nous sommes sous le joug d'une armée qui nous martyrise, alors, qui nous combat. Professeur Asiba David Johnson, ce qu'on comprend à écouter vos deux compatriotes, c'est qu'il est finalement difficile de dissocier de la politique étrangère la politique intérieure. On est toujours rattrapé. C'est bizarre qu'on en soit à faire le bilan du président togolais, alors que la question c'est que pense-t-on de la position officielle du Togo quant à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger? Moi, je commencerai par rappeler dans Divine Comédie qui nous spécifie « Considérez votre nature d'homme, vous n'avez pas été créé pour vivre comme des bêtes, mais pour acquérir vertus et connaissances. C'est important. C'est important, ça. Alors, vous nous avez invités pour nous entendre sur la position de Togo quant à la crise au Niger. Il est important que, de part et d'autre, chacun puisse donner son avis. Bien sûr. Quant à moi, ce que je pense, je suis resté sur ma faim concernant la posture de mon collègue Doucet au sujet de la CEDEAO. Il fallait entendre réellement ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO. À la fois aussi par rapport au Mali, par rapport aux problèmes du Burkina Faso, des problèmes qui étaient des problèmes internes, qui font que finalement, je suis de ceux qui disent qu'il faut la dissolution de la CEDEAO. Carrément. Parce qu'elle ne joue Il faut une refonte de la CEDEAO. Complètement une refonte de la CEDEAO. Parce que des acteurs venant de l'extérieur dictant l'orientation qui doit être celle de la CEDEAO, ça ne marche pas. Et permettez-moi également d'ouvrir une parenthèse. Prenons le cas du Nigeria, qui était en fait le porte-lance de cette intervention militaire au niveau de la CEDEAO. Mais c'est incompatible lorsque le Nigeria dit que je suis contre l'écho de Macron et qu'il voudra battre son propre écho, qui était l'écho initial, et qui donne son accord
justement, quant à la posture de Macron pour pouvoir rétablir Bazoum. Donc vous voyez, là encore, il y a un problème. Le problème, c'est pas de dire que je suis contre la paix. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'il y a une cohérence institutionnelle? C'est comme ça qu'il faut mais c'est bien comprendre la question. Et à ce moment-là, vous pourrez retomber sur l'interrogation ou justement les réserves que spécifie M. Karl Gaba. C'est la cohérence institutionnelle, voyez-vous? Et je crois que c'est ce dont il s'agit. Mais c'est un secret de polichinelle que le Togo magnifie sa position en disant effectivement elle n'est pas pour cette guerre. Si elle prenait le contre-pied, elle n'aurait pas été cohérente avec justement la vision du père fondateur qui était Sylvanus Olympion. Voilà ce que je voulais dire. Ce que vous dites très rapidement, alors pour résumer, c'est que historiquement, quand on scrute le parcours historique de la CEDEAO depuis mai 1975, elle s'est disqualifiée. Elle s'est discréditée complètement à travers son fonctionnement institutionnel. Alors, Credo, Tété, il y a un discours qu'il faut aussi entendre. Vous avez votre pays qui, à travers son président de la République et son ministre des Affaires étrangères, prend une position honorable. Il se trouve que vous avez des compatriotes qui nous disent « le message est beau, mais le porteur de message pose problème ». C'est un discours que vous entendez, que vous comprenez, eu égard aux expériences politiques que vous avez faites, vous, Togolais, vous avez faites les uns avec les autres. Oui, je ne suis pas du tout étonné à écouter mon cher compatriote, M. Gaba, lorsqu'il dit que c'est le porteur qui le gêne, parce qu'il a été toujours dans une posture où le porteur a toujours été un objet de gêne pour lui. Mais moi, je voudrais qu'on recadre le débat tout en accentuant la réflexion sur la position du Togo, justement, dans la résolution de la crise au Niger. Parce que le nœud du problème, c'est quoi? Lorsque des États comme le Nigeria, ou bien lorsque lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la décision a été prise d'aller faire une intervention militaire au besoin pour réinstaller Bazoum, c'est vrai, le Togo n'avait pas encore une position assez tranchée, assez dégagée, mais nous disons qu'avec cette sortie du professeur Robert Doucet, au moins on sait clairement quelle est la position du Togo et c'est une position assez courageuse qu'il faut encourager. Maintenant, Faure Gnassingbé ne parle pas en son nom. Faure Gnassingbé parle, il mène la politique au nom du Togo, au nom des Togolais. Au nom du peuple togolais. Donc c'est la nuance que je voudrais faire parce qu'on peut beau faire toute une récitation de ce qu'on reprocherait à Faure Gnassingbé, qui est un être naturel, mais Faure Gnassingbé, je crois qu'on ne parle pas ici sur ce plateau de la dévolution du pouvoir, mais Faure Gnassingbé a participé à des élections qu'il a gagnées. Aujourd'hui, il exerce ses fonctions de chef de l'État. On peut le critiquer, mais sur cette sortie, nous disons c'est une sortie assez historique, c'est courageuse, en ce sens que ça situe l'opinion sur la position réelle du Togo. Maintenant, quant à ce qui concerne le mode de fonctionnement de la CEDEAO, ça c'est un autre sujet. Oui, non, mais ça c'est le professeur qui l'a évoqué pour... C'est un sujet très intéressant. Oui. C'est un point aussi très intéressant. Mais vous savez, la position de la CEDEAO, tout au début de la crise, je ne pense pas que le commun des mortels puisse l'épouser. Mais vous savez, ce que je voudrais dire dans cette position, c'est le président nigérian qui, juste après, disons, son élection à la présidence de la conférence des chefs de l'État de la CEDEAO, qui a fait une déclaration comme quoi plus de coups d'État dans l'espace CEDEAO. Et c'est ça qu'il a rattrapé et il était obligé d'aller dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, on sait clairement la position du Togo. La position du Togo, c'est que le Togo ne fera pas de guerre contre Niger, ni davantage de la CEDEAO. Vous êtes à cette table pour défendre justement cette position. Qu'est-ce qui motive chez le président togolais cette position? Parce que il se met en rupture de banc avec plusieurs de ses homologues de la sous-région. Oui, le chef de l'État togolais n'est pas le seul président à ne pas faire la promotion de la guerre. Donc il y a également d'autres chefs d'État, et même si les gens n'ont pas aussi fortement, aussi publiquement et aussi vertement, pour l'instant, votre pays, le Togo, est le seul. Ceux qui se sont exprimés... Le Togo a fait sa sortie, mais il y a également le Cap-Vert, qui est dans la même posture que le Togo. Le Togo dit, nous n'allons pas faire la guerre au Niger.
Parce que ce ne sont pas les populations nigériennes qui sont à attaquer et on ne peut jamais accepter que le Togo envoie des contingents à cette force, à cette soi-disant force de la CEDEAO pour aller rétablir un seul homme. On a vu également dans le dysfonctionnement de la CEDEAO, lorsque les mêmes sujets, les mêmes problèmes s'étaient posés au Mali, au Burkina, quelle a été la réaction de la CEDEAO justement? Donc c'est là où je suis tenté de rejoindre le développement du professeur Johnson, mais il faut avoir le courage. On peut beau critiquer, on peut porter des critiques à la politique intérieure du chef de l'État, mais cette sortie, elle est historique, elle est honorable et elle est également courageuse. Quel est véritablement, Karl Gaba, sans caricature, le problème au Togo? Qu'est-ce qui vous divise si fortement? Je vous ai emmené un rapport de Tournons la page. Oui. Une tradition de répression qui a été publiée il y a 6 mois. 250 pages sur le système, la dictature des Gnassingbé qui régente le Togo depuis 1967. Bon, celui qui dirige le Togo aujourd'hui est là depuis février 2005. Donc, depuis 2005, oui. Bon, il est arrivé au pouvoir après un coup d'État. Il n'est peut-être pas responsable de ce qui s'est passé avant. On peut au moins concéder ça. Au moins sa responsabilité actuelle, depuis 2005. Il est arrivé au pouvoir en faisant un coup d'État qui est totalement interdit dans la constitution togolaise. Triple coup d'État. Pourquoi? Coup d'État militaire. Ah, le président Togo l'a fait. Oui. A fait un coup d'État militaire. Oui. D'accord. C'est la même veine. Hein. Son frère, sa famille, les militaires qui l'entourent. Si vous voulez, je vous emmène une vidéo. Le feu président Yassibé et Adéman décède en février 2005. Et le jour où on l'a installé, il y a une vidéo, si vous voulez, je vous la donne, la vidéo qui a installé Faure Gnassingbé avec les militaires togolais. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que les fractures sont irréconciliables? Non, la réalité est qu'il est illégitime. Et deuxièmement, comment est-il arrivé au pouvoir après ce que j'appelle un coup d'État électoral? 500 morts. Il a marché sur le corps de 500 Togolais. Un rapport des Nations Unies existe aujourd'hui. Aucun homme dans le monde n'a commis un tel crime sans être traduit au TPI, sans être jugé, sans être démis. Et pour vous, ce que vous évoquez, en permanence, le rapport, les chiffres que vous évoquez, mais c'est le rapport de l'ONU, vous le connaissez, nous avons souvent discuté de cela. À chaque fois, nous allons l'évoquer. Vous pensez que définitivement, et pour toujours... Imprescriptibles, les crimes. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Du coup, le Togo ne doit plus exister, ne doit plus porter... Non, le Togo doit exister, mais l'homme qui commet ces crimes-là, il est illégitime. Et tant qu'il n'a pas évacué ce contentieux... Non, il faut... Tant qu'il n'a pas... C'est important. Oui, mais c'est important. Non, attendez. Avec le président de la République, Faure Gnassingbé, mais nous sommes en train de... Non, que vous ayez le courage de recadrer le débat, parce que le débat ne se focalise pas sur la personne de M. Faure Gnassingbé, le président. Attention. Non, mais il faudrait que les choses se passent clairement. On ne va pas focaliser le débat sur la personne de M. Faure Gnassingbé. Lorsque vous assumez une responsabilité publique, lorsque vous êtes le président de la République, le premier citoyen d'un pays, vous devez accepter d'être critique. De respecter la loi. De ce point de vue, c'est totalement compréhensible. Je n'ai pas du tout dit le contraire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pertinent? On reviendra sur ces pour la professeur. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission et je pourrais vous laisser, bien évidemment, donner votre avis sur vos deux compatriotes qui, visiblement, sont irréconciliables. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal.
Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Mes trois invités togolais sont restés avec moi. David Asiba Johnson, vous vouliez... Oui, je voulais dire tout à l'heure... Au radicalisme observé. Oui, c'est cela. Il y a un problème qui est celui politique intérieure versus politique extérieure. Dans cet échange de nos deux frères, il faut bien comprendre la problématique. Donner un blanc-seing à des actes relatifs à la politique extérieure n'induit pas forcément que la politique intérieure est conduite de manière optimale. Donc, la position de Karl Gaba s'entend à titre de cohérence par rapport à sa posture. D'accord ? Mais il me semblait que le sujet était de dire, vis-à-vis de la politique extérieure, la posture togolaise, comme il le qualifie des temps d'historique, et j'avais attiré votre attention en disant qu'en fait, je restais énormément sur notre faim quant à la position de Togo relativement à la CEDEAO. Parce que le problème, c'est le problème de la CEDEAO. Est-ce que les institutions fonctionnent correctement ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons recevoir des ordres ou des interventions par rapport à des membres qui ne sont pas de la CEDEAO? Ah, mais ça, c'est pas, pas officiel, ce n'est pas, mais peu importe. Ce n'est pas statutaire. Donc oui, mais les statuts de la CEDEAO ne le prévoient pas. Nous avons ressenti les effets. Oui, bien sûr. Alors, par ailleurs aussi, il faut rajouter, est-ce que le quorum est atteint pour une décision qui est prise pour qu'elle soit effective? Donc alors quand je reviens sur les tests de résilience, de robustesse inhérents à la CEDEAO, le problème est là. Le reste, ce n'est que discuter sur le sexe des anges. Dysfonctionnement institutionnel, problème politique. Inversez-vous au niveau de la CEDEAO. Mais comment envisager sa refonte? Vous pensez, est-ce qu'il est aujourd'hui imaginable que cette organisation sous-régionale disparaisse? Comment imaginez-vous sa refonte? Et par qui? Mais écoutez, vous constatez avec moi que 4 nations, que ce soit effectivement le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, décident d'aller en guerre, alors qu'il y a 15 États. On peut décider comme ça d'aller attaquer et restaurer quelqu'un. Peut-être les autres sont pour, mais ils ne veulent pas le dire publiquement. Peut-être, parce que nous, on n'est pas dans l'enceinte de la CEDEAO, enfin, on n'est pas au lieu où se décide, où se délibèrent les prises de décision. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendez souvent parler que nous voulons une CEDEAO des peuples. Nous voulons une transparence. Comment se fait-il qu'on pourrait débattre des problèmes qui concernent des citoyens et qui ne soient pas au courant? J'attire votre attention sur quelque chose qui vient de se produire récemment au niveau de l'Australie. L'Australie a pris une décision de consulter les aborigènes, les Mélanésiens, qui étaient sur place, qui représentent à peine 2% de la population. Oui, après les avoir marginalisés pendant des siècles. Mais 90% de la population qui était des locaux d'herbe se sont opposés au fait qu'on puisse consulter ces 2% de la population par rapport aux décisions qui seraient prises. Donc vous voyez très bien qu'il y a un problème qui se pose essentiellement sur les institutions. Et essentiellement, ce que je pourrais dire sur les modes de gouvernance. D'accord ? Il ne s'agit pas simplement de prendre position et d'énoncer des choses, mais il y a des mots beaucoup plus profonds et nous devons nous atteler à ces mots profonds. On va faire évoluer le débat en regardant vers l'avant, vers demain. Alors, Monsieur Tété, aujourd'hui, si vous êtes attaqué, comme vous le voyez là, c'est parce qu'il y a une demande, une attente en termes d'ouverture politique, en tout cas plus d'ouverture politique, en termes de davantage de garanties de droits, davantage de liberté, en tout cas davantage d'espace de liberté, davantage d'ouverture politique. Est-ce que dans la pratique politique qui est la vôtre aujourd'hui, il est à espérer que, effectivement, à l'avenir, des réformes politiques pourraient être entreprises de façon à ce que le discours que vous entendez là soit pris en compte véritablement et que le jeu politique togolais ne soit plus entaché de ces critiques que profère ici Karl Gaba?
Oui, mais moi, je dirais, tout en faisant l'analyse de la situation politique dans notre pays, le Togo, les choses évoluent. Les choses évoluent. J'ai comme l'impression que M. Gaba soit déconnecté des réalités où, actuellement, il y a même... Donnez-nous quelques exemples. Non, actuellement, si vous consultez les acteurs politiques, il y a même eu un cadre permanent de dialogue qui a été créé où les acteurs politiques ont participé à des sujets importants qui engagent la nation. Certains acteurs politiques, délibérément, ont choisi de ne pas y aller. Ces acteurs politiques, avec le parti, ont leurs raisons, mais le choix a été donné. Vous savez, lorsqu'on définit le champ politique togolais, ça ne se résume pas à une entité, à une obédience politique, parce qu'il y a plusieurs partis politiques au Togo. Maintenant, est-ce à dire pour certains que parce que X n'est pas là, donc le champ ou bien le cadre n'est pas assez conforme. Donc je dis, les acteurs politiques ont toujours cette chance aujourd'hui de discuter des problèmes du pays. Mais lorsque vous choisissez délibérément de faire la politique de la chaise vide et d'inonder après les réseaux sociaux dans des critiques, donc là, nous n'allons pas évoluer. Et là, je ne suis pas contre les critiques qui sont portées par mon compatriote M. Gaba. Ce sont des critiques qui peuvent amener sur le plan national les acteurs politiques à revoir leur copie, à savoir là où on pointe le doigt qu'on peut encore améliorer les choses. Donc il faut évoluer. Et vous savez, il y a, disons, un adage qui dit que l'adulte apprend en faisant. Si nous comparons comment le mode d'évolution du pouvoir a été fait en 2005, cela a été rattrapé. Et aujourd'hui, nous avons des élections qui ont été transparentes, qui ont été qualifiées par les missions d'observation. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé est dans la mise en pratique de sa politique. Mais cela ne voudrait pas dire que Faure Gnassingbé est un ange. Vous dites deux choses. Toujours des insuffisances, mais que ces insuffisances soient relevées tout en insistant également sur les points assez positifs. Donc on ne va pas venir sur ce plateau juste pour peindre le pays en noir, tout en oubliant que le noir est une couleur. Vous avez cru à ce qu'il a dit? Ah, moi, je ne suis pas... Non, franchement, ça l'égoré, là. Mon avis... Vous y avez cru? Mon avis ne compte pas. Ces éléments de langage, là. Son discours qui nous a débité sur le bonheur de vivre au Togo, sous le règne de Gnassingbé, de Faure Gnassingbé, avec un dernier assassinat, là. Majulba, qui l'a tué. Atchouché, qui l'a tué. Et tout va bien au Togo. 145, 140, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que vous avez les conclusions de ces enquêtes. Les enquêtes sont Credo, Adjé, personne ne peut encourager. Vous n'avez pas la parole. Quelqu'un. Adjé Tété, vous parlez que quand je vous donne la parole. Non, c'est parce qu'il m'a interpellé. Vous attendez, vous le répondez. Respectons le temps de parole. Absolument, vous l'attendez, vous le répondez. Respectons le temps de parole et soyons courtois les uns les autres. Il joue sa survie. C'est très important. Moi, je joue pas la mienne. Non, moi, je pense que ce n'est pas une question de survie, mais c'est parce qu'il vous lui répondez quand il aura fini. Vous lui répondez quand il aura fini, s'il vous plaît. C'est très important. Avançons. Non, attendez, on avance. Mais j'essaie d'avancer, mais j'ai entendu une dégorée, c'est un troll. Il faut qu'on avance. C'est une musique qu'on entend comme ça, mais qui n'est pas la réalité. 2020. Oui. Le Togo tient une élection présidentielle. Oui. 2020. Oui, 2020. Je suis journaliste, j'ai fait des émissions sur... On a souvent fait des émissions. Sur le Togo. Au soir de la proclamation, de l'élection, de la proclamation des résultats, effectivement, Jean-Pierre Fabre, j'ai le communiqué. Un brontosaure de la politique de l'opposition togolaise. Ce n'est pas n'importe qui, Jean-Pierre Fabre. C'est le premier des opposants. Il a été chef de file de l'opposition togolaise pendant de longues années. Voilà. Bon, peu importe. Laissez-moi poser la question. D'accord. Jean-Pierre Fabre a été le premier à avoir reconnu la victoire du candidat Faure Gnassingbé. Son parti politique. Non, mais je vais dire, il est cohérent. Je suppose que c'est des gens normaux qui fonctionnent de façon cohérente. Voilà. Il a été le premier. Voilà un opposant historique qui, le premier, reconnaît la victoire à l'élection présidentielle du président sortant. C'est pas difficile dans ces conditions. Non, il n'a pas reconnu la victoire du président sortant. Hein. Non. Il a reconnu la victoire de l'opposant qui s'est présenté contre Faure Gnassingbé. Il a reconnu la victoire de Agbeyome. Mais non, il n'a pas été solidaire de lui du tout. Pour la vérité des urnes. Après,
Ça c'est vous qui le dites. Moi, je ne vais pas rentrer dans votre cuisine, mais le communiqué de l'ANC a dit que le premier tour a été remporté par le candidat Agbeomé. Et pourquoi pas allez demander ça. C'est l'admettre, ça. Non, mais oui, il a admis. Il a admis qu'Agbeomé a gagné des élections dans un communiqué. Non, je veux dire Agbeomé se bat aujourd'hui seul pour ce qu'il considère comme étant la vérité. Je ne suis pas dans cette la vérité des unes. Voilà. Puisque vous avez parlé des élections, c'est pour ça que moi je pose la question. Ah non, c'est pas moi qui ai parlé des élections. Mais vous parlez d'élections démocratiques. Vous avez dans la première partie parlé d'élections démocratiques. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui nous fait penser et dire qu'au Togo, mais ça c'est une question concrète, quelques éléments concrets, qu'au Togo, les élections ne sont pas démocratiques. Quelques éléments, pour qu'on en débatte. On vous dira s'il y a des éléments. Au nom de Synergie Togo, qui est un think tank qui travaille depuis 20 ans sur les élections au Togo, nous avons fait tout un rapport circonstancié sur les conditions d'une bonne élection en Afrique et principalement au Togo. Les Togolais n'ont pas de carte d'identité. Pardon? Les Togolais, beaucoup. Le Togo. Ah, il faut. Non, mais laissez-moi. Oui. Vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. D'accord. Si vous ne comprenez pas pourquoi. Beaucoup, oui. Mais la majorité des Togolais n'ont pas de carte d'identité. Beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. On fait les cartes d'électeurs sur témoignage. Des cartes d'électeurs pour aller à des élections sont faites via les témoignages de chefs de village ou de quartier, et tout, etc. Donc, vous imaginez bien que... Donc, le dernier recensement, c'était... C'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà. C'est du pipeau. On a même dû faire un rapport... Synergie Togo a fait un rapport dans lequel il avait découvert 400 000... Une distorsion de 400 000 électeurs dans le fichier électoral des élections de 2015, si je me rappelle, qui a été plus ou moins corrigé. Mais donc, tout est bidonné. Même aujourd'hui, ils sont en train de préparer les élections au Togo. Tous les Togolais n'ont pas de carte d'électeur. Et comme je vous le dis, je ne comprends pas toujours comment on peut faire une carte d'électeur à quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance et de pièce d'identité. Donc, vous comprenez que le système est biaisé. Que faut-il faire? C'est quoi la solution pour vous? Mais revenir au principe de base. C'est-à-dire? One man, one vote. Et pour qu'un homme puisse voter, il faut qu'il puisse avoir sa carte d'identité et que le fichier électoral soit un fichier électoral correct, non bidonné, que tout le circuit de proclamation des résultats soit clair. Pourquoi on peut faire une élection dans un bureau de vote et on ne proclame pas le résultat du bureau de vote? Où est-ce que vous avez ça? Ça, c'est un point important, ça, professeur. Vous allez centraliser... La question... les processus électoraux, la question de la transparence des processus électoraux. On retombe toujours sur la robustesse des institutions. C'est toujours la question de la robustesse des institutions. Et quand on parle des institutions, la Constitution est une institution. Voyez-vous? Donc, si la Constitution est une institution, il faut qu'elle soit correctement rédigée. Et par ailleurs, je crois que le problème fondamental qui se pose dans les pays africains de manière générale, et c'est celui d'abord de l'alternance démocratique qui est liée justement au mode de rédaction aussi des constitutions. Si l'on regarde par exemple certaines grandes nations, vous avez cela dit, il y a des États sur le continent où les élections sont transparentes, des États qui sont proprement élus. Ne payons pas non plus le tableau tout en noir sur le continent. Ce n'est pas mon intervention. Moi, je vous parle de la robustesse des institutions. C'est ça. Si vous posez le problème qui est celui, vous savez, quand on a imaginé qu'il fallait peut-être modifier la Constitution en France pour que Macron se présente au 3e mandat. Voyez-vous, on a dit, mais il est fou, cet ancien président de l'Assemblée nationale, de quoi il parle, c'est n'importe quoi, etc., etc. Regardez ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. Donc, en réalité, la question au niveau de Togo, par exemple, et en Afrique de manière générale, quand je parlais, c'est de la robustesse des institutions. Si d'entrée de jeu, il est écrit sur le plan constitutionnel qu'il n'y a que 2 mandats, et c'est que 2 mandats. Il ne faut pas qu'il y ait en fait des passagers clandestins du type je vais modifier, et qu'on a appelé des constitutions, des coups d'État constitutionnels, etc. Moi, ce que je voudrais dire, en fait, vous nous avez invités pour nous entendre sur quelque chose, et j'ai mis l'accent sur la nécessité de la CEDEAO en tant qu'institution. Est-ce qu'elle fait correctement son travail? Et je suis allé plus loin pour dire que je suis de ceux qui demandent la dissolution illico presto de la CEDEAO pour qu'elle soit refondée de façon optimale, sans intervention externe. Toujours une organisation interétatique?
intérêt tactique parce que... Donc animé par des chefs d'État. Mais attendez, c'est pas parce que les chefs d'État, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question, je vais vous dire, il faudrait que nous résolvions ou que nous rédigions la charte de la CEDEAO conformément aux attentes du peuple, de telle façon que les chefs d'État n'aient que le choix d'exécuter ce que nous avions en tant que peuple voulu pour la dynamique évolutive de cette institution. Voilà. Ils ne sont que des représentants. Et puis pour vous compléter, les membres qui participent à l'Assemblée de la CEDEAO ne sont pas élus. Ils sont nommés par les présidents de la République. Non, vous voulez dire la commission. La commission. Mais c'est partout comme ça. Bon, enfin, écoutez, je voudrais que mon message... Mon message est tout autre. Mon message... Concernant la CEDEAO, nous les Togolais... Peut-être que le professeur va repréciser son message et ça va nous faire avancer dans le débat. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'enfumage, ni je ne suis pas là pour faire de la communication. Alors, votre CEDEAO à vous, vous la voulez comment? Non, la CEDEAO, nous Togolais, on a des contentieux avec la CEDEAO. Ok. Il faut la dissoudre. Vous êtes d'accord avec le procès? 2005, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple. 2015, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple. 2020, ils n'ont pas respecté la volonté du peuple parce que quand les élections se sont passées au Togo, ça a été des forfaitures et toutes les doléances qu'on a fait à la CEDEAO, ils n'ont jamais statué en faveur de l'opposition ou du peuple. Mais il y a des personnages à la CEDEAO qui ont été nuisibles au Togo. Chambas, Monsieur Chambas. Chaque fois qu'il est intervenu à la CEDEAO pour venir être l'intermédiaire entre le pouvoir et l'opposition togolaise, la CEDEAO a toujours refusé d'écouter la doléance du peuple togolais, je veux dire de l'opposition togolaise. Nous avons un problème avec la CEDEAO. Ça, on a bien compris, vous avez un problème avec la CEDEAO, il faut la dissoudre, dit le professeur David Asiba Johnson. Je vous donnerai tout à l'heure la parole, mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Frontal. À tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Togo. Mes trois invités sont avec moi. Vous êtes tous Togolais et on parle ici du Togo. Dans ma question, la dernière que je vous ai posée, Credo et Tété, elle était relative à une meilleure démocratisation de l'espace politique, à plus d'ouverture politique. Et le professeur l'a dit, vous l'avez remarqué, mais ça vaut pour de nombreux pays sur le continent, pas que pour le Togo, la question des institutions fortes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et notamment la question du respect de la Constitution, etc. Oui, je crois qu'il nous faut réellement, il faut avancer vers cet aspect de la chose, cette réalité. Il nous faut véritablement des institutions fortes, nous n'en disconvenons pas, mais il y a un travail qui se fait. Ce que moi je voudrais dire, donc on ne peut pas tabler aujourd'hui que des efforts ne soient pas faits. Mais les efforts ne doivent pas provenir d'une partie sur le plan politique uniquement, mais que ça soit de l'opposition, qu'ils fassent des propositions assez constructives. Maintenant, au niveau de la Constitution, mais la Constitution, c'est voté par le peuple, mais on ne peut pas encourager également que la Constitution soit, disons, tailladée à un certain moment. Et je ne pense pas que le Togo soit aujourd'hui dans cette posture. Le Togo n'est pas dans cette posture aujourd'hui. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Dans quelle posture ? Non, mais la Constitution n'a pas été modifiée à dessein dans notre pays. Donc, qu'on ne prête pas des intentions, la Constitution n'a pas été modifiée à dessein. Mais c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, je porte cette affirmation. Et là, vous aurez le temps. Non, mais ce n'est pas une question de temps. Il y a une vérité. Il y a une constitution togolaise qui est la constitution qui a été faite par le haut conseil. Laissez-le finir d'abord, s'il vous plaît.
On ne peut pas dire des énormités pareilles. Très rapidement, allez-y très rapidement, on n'a pas assez de temps. Je ne pense pas que ça soit question d'énormité, c'est une question de point de vue d'analyse. Donc je voudrais que nous puissions nous respecter sur ce plateau et qu'on ne dise pas qu'un co-débatteur sorte des énormités. Donc là, moi je ne vais pas aller dans cette posture. Je dis que c'est vrai, la Constitution, nos constitutions en Afrique, en général, doivent être renforcées et on doit également avoir cette culture de respect de nos constitutions. Non, c'est pas renforcer, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est respecter. Oui, respecter. Je l'ai dit. Pas renforcer. Je l'ai dit également. Respecter. Nos constitutions doivent être renforcées. Donc ça, c'est l'idée. Nos constitutions bien écrites, nos institutions renforcées, la Constitution doit être respectée. Et cela vaut pour tous les pays. Oui, absolument. Cela vaut pour tous les pays. Maintenant, qui doit faire le travail? Donc ça serait la contribution de tous les citoyens togolais, de tous les acteurs politiques. Mais si vous vous abonnez pour une politique de chaises vides, lorsqu'on a besoin de vous pour faire des contributions, vous êtes là à inonder les réseaux sociaux, à sortir des choses qui ramènent disons, en arrière, on ne peut pas évoluer. Le Togo doit être construit uniquement avec l'apport de tous les citoyens. Oui. Oui, la dernière phrase n'est pas fausse. Hein. Le Togo doit être, enfin, comme tous les autres pays du monde, doit être construit par l'ensemble des citoyens. Il ne doit pas avoir des exclus. Mais alors, puisque nous voulons avancer, comment on fait maintenant? L'opposant que vous êtes, est-ce que vous pensez, au-delà de ce qu'on peut admettre que vos critiques sont vraies, sont pertinentes, etc., est-ce que vous pensez que l'opposition togolaise a toujours été à la hauteur de ce défi? J'ai déjà reçu, moi, un éditorialiste dans une autre émission qui m'a dit « Il y a trop de caïmans dans le marigot oppositionnel togolais ». C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Pensez-vous que vous avez toujours été à la hauteur des défis que vous évoquez là pour que effectivement le Togo soit construit par tous les Togolais? Je vais vous sortir du meilleur des mondes qui vient de nous être décrit par M. Tété. Oui. Il y a eu une constitution togolaise lors de la conférence nationale qui a été adoptée à plus de 90% par tous les Togolais, qui est la constitution de 1992. Et consensuelle, adoptée par tous les Togolais. Mais dire que cette constitution n'a pas été tripatouillée, modifiée, truquée par le service de la France qui nous a diligenté, Charles Debache, qui n'est pas togolais, hein, qui était au service du pouvoir des Nyasingbe, qui a passé toute sa carrière au Togo à instrumentaliser notre constitution pour empêcher l'alternance politique. Voilà. C'est ça le nœud du problème. La Constitution dont monsieur dit qu'il n'a pas été modifiée. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. C'est parce que de 1940. Oui, nous, alors par rapport à ce point, vous allez me dire oui. Et en 2017, nous nous sommes battus, Togo debout et pas mal de Togolais, nous nous sommes battus pour la réinstauration de cette Constitution de 1992 parce que c'était une Constitution qui a été adoptée par tout le peuple togolais. Donc comprenez qu'aujourd'hui, le pouvoir qui a tripatouillé, modifié, truqué et a mis vraiment des conditions... C'est confusant ce que... Non, mais qui a mis dans cette constitution des conditions d'une présidence à vie pour la famille. C'est ce que vous pensez de votre constitution actuelle. On le sait, la preuve, l'alternance est impossible. Non, je vais vous répondre à la vraie question que vous avez posée concernant l'opposition. Vous savez ce que c'est que d'être opposant au Togo? Je n'ai jamais été... je ne vous le conseille pas, la preuve... Impossible d'être opposant au Togo. Votre vie est en jeu. Il y a des opposants au Togo. Vous êtes mort socialement. Je peux vous citer des... Monsieur Richard, oui, d'accord. Écoutez-moi. Il y a 1 million de Togolais qui sont en exil. Aux États-Unis, en Afrique, en Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Niger, en France, un peu par le monde. Vous croyez qu'ils sont là par la prunelle de leurs yeux? Des Togolais de haut niveau qui ont fait leurs études ici, qui font des exploits sportifs pour des pays étrangers. Vous pensez qu'ils le font comme ça? Ils n'ont pas envie d'aller chez eux, s'installer, parce que leurs parents les a foutus dehors. Toute l'élite togolaise a été mise dehors parce que la contrainte qui pèse dans le pays ne peut pas te permettre de faire de la politique
au Togo Alors, quand tu veux vivre de ton métier. Admettons Kangaba, on sait que vous êtes un opposant. Si vous allez à Lomé aujourd'hui, oui. Que pensez-vous qui vous arrivera? Mais il y a Bawara qui me disait qu'il va me mettre dans un conteneur, je vais y sortir blanc. Oh, okay? Peut-être qu'il vous taquinait juste. Oh, il ne taquine pas, Bawara. Non? Non. Très bien. Bawara, il ne taquine pas. Je me demande même là où est-ce qu'il est, parce que ce sont eux qui sont les tribalistes. Bawara, ce sont eux qui sont les idéologues d'un système qui est une colonisation endogène au Togo, où est exclu la... Écoutez-moi bien, non, j'ai besoin... malheureusement, on n'a pas... Oui, mais j'ai besoin, vous avez parlé de l'opposition qui a défailli. Non. Ah, je n'ai pas dit ça vraiment, j'ai posé juste la question. L'opposition est à la hauteur. Nous avons fait 27 dialogues avec ce régime, avec toutes les institutions du monde. Vous n'avez pas toujours été unis. Mais on a été unis dans ces dialogues. Le pouvoir n'a jamais... La C14 a explosé. Mais oui, mais après... Mais non, mais la C14 n'a pas explosé. La C14 s'est retrouvée instrumentalisée parce que le régime y a introduit la moitié des gens qui faisaient partie de la C14 sur des émanations du régime. Quand monsieur parle de dialogue, il veut dialoguer avec des oppositions qu'ils ont fabriquées eux-mêmes au Togo. Le dialogue doit se faire avec les principaux opposants. C'est très intéressant et vous reviendrez d'ailleurs nous donner votre avis sur cette question. C'est très intéressant, professeur, ce qui dit, puisque ça nous plonge au cœur du thème de la troisième partie qui concerne le rapport entre le Togo et aujourd'hui la France. Le ministre togolais des Affaires étrangères dit ceci ce 21 septembre à la tribune des Nations Unies. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous sommes fatigués par le paternalisme, par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Et ça, c'est Robert Dussey qui le dit. Et à l'endroit de qui personne n'est dupe. On sait de qui il parle et à qui il parle, la France précisément. Qu'est-ce qui se passe, professeur David Asima-Johnson? Le problème de la France, je vais vous proposer un cadre conceptuel en termes de point de vue. C'est d'abord le problème de l'irréversibilité des avantages acquis via la posture coloniale. Ça, c'est la position. Après, qui doit s'opposer à ce que je vais appeler la normalité ou la souveraineté des peuples qu'on a appelés, qui étaient des anciens colonies. La posture de la France, c'est de maintenir cette irréversibilité d'avantages acquis, quoi qu'il en coûte. Mais par rapport à cela, il y a des collaborations, ceux qui ont fait les collaborationnistes, qui participent au jeu de maintien de cette irréversibilité des avantages acquis, et il y a d'autres qui veulent être dans une position normale de relations internationales, État à État. Donc, alors, la question réelle, est-ce que lorsque on parle d'un paternalisme... Oui. Et ça c'est très intéressant, professeur, parce que ce n'est pas un activiste qui parle. Oui. C'est celui qui porte la diplomatie togolaise, qui le dit à la tribune des Nations Unies. Et c'est peut-être que celui qui est le grand soutien du pouvoir ici va nous expliquer, parce que un ministre des Affaires étrangères est le porteur de la diplomatie d'un pays. Ce n'est pas un activiste. Et quand un ministre dit à la tribune des Nations Unies, nous sommes fatigués de votre arrogance, nous sommes fatigués de votre condescendance, nous ne voulons plus ce paternalisme, nous voulons être vos partenaires, vos sujets, c'est fort quand même. Oui, mais je ne l'ai pas contesté. Moi, je suis en train de vous dire que ce qui importe le plus, c'est de tenir le bout et que ça ne soit pas un effet d'annonce. D'accord. Voilà, il faut bien comprendre cette cohérence, parce qu'il y a beaucoup de discours. Et on appelle cela des asymétries informationnelles entre l'intention de dénoncer quelque chose et la mise en œuvre de la chose énoncée, c'est un autre problème. Bon, alors, moi, je ne prends pas une position contre, je ne peux que m'inscrire dans la dynamique. C'est radical quand même, comme changement de paradigme. Oui. D'aucuns disent, le chien aboie, la caravane passe. On n'a pas très bien compris. Je dis, le chien aboie, la caravane passe. C'est-à-dire, c'est un dicton qui dit, tu peux continuer de parler, mais en réalité, rien ne change. En réalité, rien ne change. ou mieux, moi je dirais, les mouches ont changé de coche. Vous expliquerez tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, non, revenons à moins de blagues, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que là, vous nous interpellez, en fait, sur qu'est-ce que nous pensons du paternalisme de la France. Oui. Il ne s'agit pas de dire que nous dénonçons, mais effectivement, ce paternalisme de la France, tous les Africains
le dénonce. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment la France s'ajuste par rapport à cela. Elle a créé le concept de sentiment anti-français. Elle a avancé l'hypothèse de Wagner, comme si les Africains n'étaient pas à même de réfléchir pour choisir le mode de partenariat. Voilà, en fait, ce que j'appelle l'irréversibilité des avantages acquis via la position coloniale. Alors, vous voyez, en fait, finalement, c'est que l'Afrique doit se prendre en charge. Oui. Mais pour se prendre en charge, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Et que ces institutions fortes, mais qu'il y ait des règles de jeu où il n'y a pas des free riders, à la dernière minute, on change des règles du jeu. Donc je vous ai parlé de la robustesse des institutions, je vous ai parlé de la résilience des institutions, je vous ai parlé essentiellement, comme a rappelé l'un des acteurs fondateurs de la Corée du Sud, qui disait, en fait, dans la vie humaine, l'économie précède le politique et la culture. Donc le problème, Karl l'avait évoqué un instant. Même si tout est politique, finalement. Oui, mais d'accord. Mais le problème, en fait, que nous ayons des personnes affamées, en fait, la question fondamentale est celle-ci. Comment un continent qui dispose de 80% des ressources qui rentrent dans, etc., et n'arrive pas, laissez-moi terminer, juste n'arrive pas, et nous assistons à un spectacle d'émigrés sur Lampedusa, etc., alors que l'Afrique, justement, à la densité géographique la plus faible du monde, et qu'elle a les ressources les plus importantes, et que même ceux qui sont pour l'irréversibilité des avantages acquis n'ont même pas été capables de produire de l'électricité où nous avions des matériaux qui produisent de l'électricité. Voilà la question fondamentale. Absolument. Alors, donc, avant de vous donner la parole, Karl Gaba, j'arrive à vous à l'instant. Credo Tété. Lorsque en 2005, le feu président Yassine Beyadema décède, celui qui alors était président de la France, c'est-à-dire Jacques Chirac, dit publiquement « La France vient de perdre un ami ». Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères dit à la tribune des Nations Unies « Nous ne voulons plus être vos sujets, nous ne voulons plus votre arrogance, votre considérance, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon vous, quelle analyse vous faites de ce changement déjà, même ne serait-ce que sur la forme? Oui, mais moi, je ne peux qu'agir sur la forme. Je voudrais reprendre un des propos. Donc, je vais répondre, mais je m'appuie sur les propos du professeur Johnson. Lorsqu'il a dit, il a bien dit, l'Afrique doit se prendre en charge. Mais avant d'aller au continent africain, il faut que les États se prennent en charge. Moi, je dis, avec cette sortie du professeur Robert Doucet, qui est, disons, un affichage de notre pays, le Togo, une position qui est prise. Donc, il faut retenir que c'est un début, c'est une prise de conscience que nous devons nous prendre en charge et qu'on ne doit pas éternellement recevoir des consignes d'un ancien colon ou bien d'une puissance étrangère. Donc là, c'est ce courage également qu'il faut apprécier, qu'il faut noter. Maintenant, après ce discours, après cette annonce, quelles doivent être les étapes, les actions qu'on doit mener afin de conforter, disons, cette volonté. C'est là où nous allons attendre, disons, le ministre des Affaires étrangères ou bien le Togo. Mais c'est déjà courageux d'arriver à ce stade-là. C'est déjà courageux. Le ministre togolais des Affaires étrangères, dites-vous, veut provoquer une insurrection des consciences pour changer, pour introduire de nouveaux paradigmes dans les relations entre la France et l'Afrique. Charles et Karl Gaba, vous vouliez répondre par rapport à la rupture, ne serait-ce que épistémologique, dans le discours. Pardon ? Qui parle ? Monsieur Doucet, il parle au nom de Faure Gnassingbé, qui n'a pas eu le courage, à l'ONU, lui-même, de venir planter un couteau dans le dos de la France, dans le dos de Macron, qui est son maître. Ce sont les valets du colonialisme français qui sont en train, sur la place publique, venir poignarder leur maître. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les vents ont tourné en Afrique. Vous avez bien vu en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Gabon, le vent a tourné. Et de quoi parlent les peuples? De quoi parle la jeunesse africaine? La France dehors, qu'on soit d'accord ou pas. Et ce pouvoir opportuniste qui existe
grâce à la France, parce que le premier coup d'État qui a été fait en Afrique, au Togo, d'un président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, qui voulait battre sa monnaie pour avoir son... qui voulait battre sa monnaie. Il est en train de... Le professeur est en train d'écrire un livre sur ça qui est très intéressant. J'ai déjà lu le premier G. Qui était en train de battre sa monnaie pour avoir l'autonomie du Togo, a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé. Nous sommes en 2023. Non, on est en 2023, mais qui parle? Non, mais c'est important. Qui parle? Ce sont les suppôts du régime qui, aujourd'hui, viennent poignarder. Oui, c'est ça, on est d'accord. Quoi que vous en pensiez, moi je vous mets juste... Dans quel but? Oui, parce que les vents ont tourné en Afrique. C'est pas opportunisme. C'est pas opportunisme et que le glas est en train de sonner pour ce régime de 60 ans. Et ils veulent gagner la conscience de la jeunesse en disant que c'est eux les panafricains. Non, ils sont pas les panafricains, c'est les collabos. Pendant que nous on se battait pour le panafricanisme, pour l'indépendance, les parents de Faure Gnassingbé combattaient nos frères de l'Algérie, dans l'armée française, en Indochine. Oui. Et aujourd'hui, c'est une insulte à notre mémoire, c'est une insulte à nous qui sommes les Ablodéviaux. Vous savez ce que c'est qu'Ablodé? C'était ça, l'Ablodé. Les enfants de l'indépendance. Oui, ils ne vont pas venir aujourd'hui. Ceux qui nous ont combattus, qui sont là et qui sont là du fait des colons, qui ont mis en place une colonisation endogène, en expulsant tous les Togolais, et il vient à la face du monde nous raconter une histoire à dormir debout. On a bien compris. Ce sont des lâches. Vous êtes dans Ce sont des lâches. Vous êtes dans une... Il n'a qu'à venir lui dire directement et on lui dit chiche. Merci. Entre-temps, il a oublié le franc CFA. Entre-temps, il a oublié l'autonomie qui est le franc CFA. D'accord. Avant de laisser le dernier mot par respect au professeur... Non, attendez. Très rapidement, avant qu'on laisse le dernier mot. Oui, très rapidement. Donc, je voudrais juste rappeler à l'attention de M. Gaba que le ministre des Affaires étrangères parlait au nom du Togo. Il n'a pas parlé en son nom. Et ce n'est pas la première fois qu'il a représenté le Togo à une tribune des Nations Unies. Donc, qu'on insinue qu'il aurait parlé en son nom, c'est la position du Togo et le Togo l'assume. Merci. Très rapidement, David Assiba Johnson, je l'ai dit en début d'émission, vous avez vu le continent dans son évolution depuis 60 ans. Et vous avez pu apprécier les rapports entre la France et l'Afrique. On semble avoir là maintenant une forme de rupture épistémologique. Comment envisager l'avenir? Et je vous laisse le dernier mot, professeur. Ce que je voudrais dire, je vais attirer votre attention sur le fait que le successeur de Mao, qui était Deng Xiaoping, a mis moins de 30 ans pour sortir 691 millions de personnes de la pauvreté. Voyez-vous, si vous prenez la Corée du Sud, qui, dans les années 60, avait un PIB inférieur à celui du Togo, aujourd'hui, la Corée du Sud est contributeur à l'OCDE. Voyez-vous, alors, nous sommes restés avec la colonisation ou la France pendant plus de 50 ans, avec une certaine forme d'apprentissage, et nous vivons à peine avec $1,20 par jour. Si vous regardez ce qu'on a appelé les miracles de l'Asie du Sud-Est, ils ont été dans une rupture. Comme on est à la fin de l'émission, dans une rupture. Donc, en fait, en un mot, ce que je voulais dire, c'est que j'appelais la prise en charge de l'Afrique par elle-même. Elle dispose de toutes les ressources. Ce qui importe, c'est qu'il y a un déficit stratégique, un déficit de réflexion stratégique. Et parce que la nation ou les nations africaines doivent se conduire par un management stratégique des nations, en se posant des questions. Où désirions-nous aller? En formulant des stratégies. Il faut une vision stratégique. Merci. Et la valorisation du capital humain. Le capital humain. C'est très important. Et sans capital humain, c'est le premier moyen de développement. Voilà, merci, professeur. Merci, professeur. C'est la fin de Frontal, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.